Alors, la phase de planification sera entamée une fois que, lors de la phase de démarrage, que nous ayons obtenu la charte de projet et le registre des parties prenantes. Alors, lors de la phase de planification, les 10 domaines de connaissances précédemment évoqués seront planifiés à l'exception de la phase d'intégration. La planification. La planification va découler sur un document qu'on appelle plan de management de projet, PMP. Donc, même une fois que nous avons analysé notre projet plus en détail, nous avons compris quel type de projet nous voulons réaliser. Les parties prenantes ont été identifiées. Le plan de management de projet pour dire comment allons-nous gérer le projet devra être élaboré. Alors, ce plan est constitué de mini-plans appelés plans subsidiaires composés de l'ensemble des plans des domaines de connaissances, c'est-à-dire plan de management du contenu, plan de management du délai, plan de management des coûts, etc. Alors, au niveau du plan de management projet, les éléments suivants y figurent. L'approche de gestion de projet qui a été retenue pour la mise en œuvre du projet, la structure de découpage du projet, jusqu'à quel niveau où le contrôle sera fait, la budgétisation du projet, les échéanciers, c'est-à-dire les dates prévues de début et de fin. Ce plan comporte également l'organigramme des responsabilités, des tâches à réaliser, le système de contrôle des changements, les références de base pour permettre une évaluation de la performance, les jalons, les étapes importantes avec les dates cibles. Les ressources également requis dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet y figurent, de même que le plan de gestion des risques, comment les décisions en attente seront prises en charge. Il est important d'examiner cette liste et de déterminer si elle est applicable à votre projet. Alors, ce tableau répertorie l'ensemble des éléments constitutifs du plan de management de projet. Nous allons citer quelques exemples: le plan de gestion du périmètre ou encore gestion du contenu, le plan de gestion des exigences jusqu'à l'approche de développement. D'autres documents projets, les attributs des activités, les listes des activités. Ceci est un modèle de plan de management de projet pour la version 6 du PMBOK. Alors, pour un chef de projet, il est important d'avoir une liste de contrôle. Les risques qui ont été clairement documentés. Les contraintes et les hypothèses, est-ce qu'ils ont été clairement documentés? Les parties prenantes, identifiées, analysées. Vérifier que la liste des fournisseurs a été documentée, de même que la matrice de rôle et des responsabilités. Les jalons également du projet ont été identifiés clairement et documentés. Définir le niveau d'autorité du chef de projet et s'assurer que le sponsor ait signé le plan de management. Alors, il est important de procéder à une réunion de démarrage communément appelée kick-off meeting avec l'équipe de projet. Il est fortement recommandé que cette réunion se tienne le plus tôt possible. Alors, l'agenda de cette réunion serait une introduction sur le projet, sa présentation, l'énoncé de son contenu, suivi des questionnaires de travail d'équipe, gestion des conflits, sur la structure de découpage du projet, comment le projet sera structuré, la matrice d'affectation des ressources du projet, le diagramme réseau, entente entre culture et comportement, de même que les standards, les normes et standards pour la tenue des réunions. Ceci est un exemple de structure de découpage pour un projet de construction d'une maison. Nous voyons qu'il y a une composante transversale appelée gestion de projet, des composantes liées à l'activité, c'est-à-dire la construction d'une maison, c'est-à-dire une composante gros œuvre, une composante service et une composante finition.
Donc, la composante gestion de projet étant transversale est la composante qui permet de gérer et de mener à bien le projet jusqu'à obtention du résultat escompté. La structure de découpage du projet est encore appelée SDP ou en anglais Work Breakdown Structure pour dire WBS. La SDP, il n'y a pas de règle générale pour réaliser une SDP. Cependant, il est toujours considéré comme le premier livrable en gestion de projet. Il faut limiter le nombre de niveaux dans la décomposition, qu'elle ne soit pas supérieure à 10. Utiliser des noms pour définir une convention d'appellation des objets. Chaque sous-composante doit avoir un livrable. Le plus bas niveau d'une subdivision avec un livrable est appelé lot de tâches, qui est élémentaire. Il est important de ne pas décomposer le travail en éléments plus petits qu'on ne puisse suivre. Donc, en gestion de projet, la microgérance est exclue. Alors, certains concepts devront être maîtrisés par la gestion de projet et les initiés à la gestion de projet. C'est quoi une activité? Qu'est-ce qu'une activité sur le chemin critique? Les attributs d'une activité, notamment le code de l'activité, son prédécesseur, son successeur, ses liens logiques, les décalages, les exigences en ressources, les dates imposées, hypothèses et contraires. Alors, le chemin critique, c'est quoi un chemin critique? Qu'on pourrait définir comme le chemin le plus long du projet et qui détermine la durée la plus courte possible sur le chemin critique. Et à cet effet, il est important de signaler que les activités qui sont sur le chemin critique ne peuvent pas accuser de retard. Tout retard accusé se répercutera forcément sur le projet. Savoir la définition de c'est quoi une contrainte, c'est-à-dire un facteur qui limite les options de réalisation d'un projet, d'un programme. Alors, comme nous le voyons, un jalon, c'est un élément significatif qui permet de passer à une étape supérieure. Et pour cette raison, la durée d'un jalon est nulle. Toujours dans la partie définition des concepts, il est important de dissocier la procédure du processus, de même que des prototypes. Dans la mise en œuvre d'une WBS ou structure de découpage de projet, il est important que vous le fassiez, vous en tant que chef de projet, avec votre équipe projet. Ceci permettrait que chaque membre ait la même compréhension et que chaque personne se sente impliquée dès le début du projet. Alors, le diagramme de réseau. Une fois que la liste des lots de travail a été réalisée, donc nécessairement, il faut organiser, séquencer les activités et leur assigner des durées. Le diagramme de réseau permet d'ordonner les activités et de les associer de leur affecter une durée et pouvoir identifier tout ce qui est prédécesseur et successeur. Donc, le diagramme de réseau comporte communément des activités et leur durée. Il est important de dire que dans certaines situations, pour une activité, il est possible d'avoir une date de début au plus tôt, une date de début au plus tard, et inversement, une date de fin au plus tôt, une date de fin au plus tard. Il est important de vous signaler également que les activités qui ont des dates de début au plus tôt ou date de fin au plus tard, c'est-à-dire les activités qui ont une marge, ne sont pas sur le chemin critique. Toute activité qui est sur le chemin critique a une nulle. Alors, sur ce diagramme réseau, vous verrez que les activités A4, A avec une durée de 4, E avec une durée de 7, G avec une durée de 6,
et I avec une durée 3 constituent le chemin critique. Ces activités colorées en rouge constituent le chemin critique et ne peuvent pas accuser de marche dans la mise en œuvre du projet. Il est important en tant que chef de projet que vous veillez à ce que ces activités se déroulent parfaitement et tels qu'ils sont prévus. Alors, une fois que le chemin critique a été réalisé et identifié, il est important de matérialiser les activités sous forme de diagramme de Gantt. Alors, c'est un outil inventé par Henry Lawrence Gantt. Il permet de modéliser la planification des tâches d'un projet et se présente comme suit. Les tâches sont étalées sur des lignes. En ordonnée, nous retrouvons les durées et le temps nécessaire à la réalisation de l'activité. Ceci est un exemple de diagramme de Gantt. Si vous voyez bien, l'activité 1.1.1, c'est-à-dire décrire le concept du système, le besoin auquel il doit répondre, et l'activité 1.2, analyser les besoins du système proposé, sont des activités qui se déroulent séquentiellement. Par contre, les activités 1.1.4, définir les besoins logiciels du système, de même que 1.5, évaluer les produits existants, sont des activités qui se déroulent en parallèle. Alors, pour l'estimation des coûts, une fois que le diagramme de Gantt a été fait pour déterminer l'ensemble des activités, de même que leur durée, nous procédons à l'estimation des coûts. Alors, il y a 6 méthodes d'estimation des coûts. Nous allons commencer par l'estimation analytique, encore appelée bottom-up, qui n'est applicable que sur les caractéristiques détaillées sont connues. C'est une méthode qui est assez lourde, mais précise, avec de grandes capacités d'analyse à travers l'agrégation des nœuds de la SDP. Comme deuxième méthode, nous avons la méthode des bornes, qui consiste à procéder à une extrapolation à partir de valeurs connues et d'un paramètre de transition unique, tel que la taille ou la capacité. Alors, le jugement d'expert est une méthode d'analyse d'estimation qui consiste à faire appel à un jugement d'expert qui appliquera le plus souvent la méthode analogique de manière informelle. La méthode de Delft est un perfectionnement de la méthode jugement d'expert. Elle fait appel à plusieurs experts et permet d'organiser la confrontation de façon à amener un consensus et en limitant toute influence mutuelle. Alors, comme cinquième procédé, nous avons l'estimation paramétrique qui devra se baser sur des modèles construits à partir des données de référence sur lesquelles nous lançons une analyse de régression. On obtient rapidement un chiffre à partir de quelques paramètres. Alors, comme sixième méthode d'estimation, nous avons l'estimation analytique basée sur la comparaison du projet chiffré K-cible à un projet antérieur. La comparaison se fait sur la base d'une série de paramètres descripteurs standardisés. Ces paramètres peuvent être des variables continues, notamment la masse, la surface ou des attributs symboliques, notamment des listes des routes. Alors, toujours dans l'estimation des coûts, il est important de savoir la méthodologie de management par valeur acquise. Elle nécessite une référence de base initiale qui servira de repère pour tout le projet. Alors, nous aurons ici 3 agrégats. La valeur planifiée, qui est le budget alloué par le chef de projet pour accomplir une activité de la SDP. Nous avons la valeur acquise, qui est la valeur du travail exprimé en budget approuvé par le sponsor ou commanditaire, c'est-à-dire le montant autorisé à dépenser. Le coût réel
c'est le montant effectivement dépassé dans la mise en œuvre du projet. Alors, dans le cas idéal, la valeur planifiée devra correspondre à la valeur acquise et au coût réel. Toujours dans cette estimation, il est important de connaître les écarts afin de pouvoir statuer si le projet est en avance ou bien en retard, ou si le projet est en dépassement budgétaire ou si nous avons fait des profits. Alors, l'écart sur les délais, encore abrévié ED, c'est la soustraction entre la valeur acquise et la valeur planifiée. Par contre, l'écart sur les coûts, EC, c'est la soustraction entre la valeur acquise et le coût réel. Ces écarts nous permettent d'apprécier le niveau de progression du projet. Si l'écart sur les délais est négatif, c'est-à-dire valeur acquise supérieure à valeur planifiée, nous pouvons dire que le projet est en retard. Si l'écart sur les délais est positif, nous pouvons dire que le projet est en avance. Et si l'écart sur les délais est nul, nous pouvons dire que le projet se déroule comme prévu. Par analogie également, si l'écart sur les coûts est négatif, c'est-à-dire VA supérieur à CR, nous pouvons dire que le projet est en dépassement budgétaire. S'il y a égalité, le projet se déroule comme prévu. Et si l'écart est positif, nous pouvons dire que nous avons fait des économies. Alors, autant nous avons des écarts qui ne sont que des soustractions, il est possible d'avoir des indices de performance. L'indice de performance sur les délais n'est rien d'autre que le rapport entre la valeur acquise et la valeur planifiée. Si l'indice de performance est inférieur à 1, la quantité de travail effectuée est inférieure à la quantité de travail prévue. Si elle est nulle, si elle est égale à 1, c'est-à-dire que le projet se déroule comme prévu. Si elle est supérieure à 1, c'est-à-dire que le projet est en avance. Pour l'indice de performance sur les coûts, il s'agit du rapport entre la valeur acquise et le coût réel. Si le rapport est égal à 1, le projet se déroule comme prévu sur le plan budgétaire. Si l'indice de performance est supérieur à 1, alors nous avons fait des économies. Si l'indice de performance est inférieur à 1, alors le projet est en dépassement budgétaire. Alors, il est important de vous signaler qu'il y a toujours un décalage entre la valeur planifiée, la valeur acquise et le coût réel du projet. Alors, l'estimation finale du coût réel du projet n'est rien d'autre qu'une opération entre le coût réel à qui on ajoute le budget qui reste à l'achèvement et on soustrait la valeur acquise. Et comme hypothèse, plus le retard additionnel dans l'avenir. Le coût final estimé est basé sur l'indice de performance des coûts. Mais les hypothèses dont nous disposons, deux formules peuvent s'appliquer. Chaque hypothèse est prise en compte par l'une de ces deux formules. Une fois que nous ayons estimé les coûts, maintenant, il est urgent de procéder à l'identification des risques. Alors, tout d'abord, un risque peut être défini comme un événement incertain, donc avec une probabilité d'impact qui pourrait être positive ou négative.
Alors, pour l'identification des risques, il est possible de réviser les projets antérieurs, de recourir à des experts en risque, de faire l'analyse du diagramme de flux des processus existants et futurs, faire l'analyse des hypothèses, faire du brainstorming négatif, faire une analyse SWOT ou procéder à un diagramme de cause à effet, encore appelé fishbone, c'est-à-dire diagramme en arrêt-poisson ou diagramme d'Ishikawa. Alors, l'analyse des risques. Une fois que nous avons identifié les risques, il faut procéder à l'analyse. Cette analyse vous permet d'apprécier le risque. Alors, deux critères sont utilisés pour l'analyse des risques, la probabilité d'impact et une fois arrivé, c'est-à-dire son impact. Alors, il suffit de procéder à une évaluation. Alors, au niveau de cette matrice tricolore, nous voyons qu'en ordonnée, nous avons la probabilité qui est mesurée entre 1 et 3, de même que l'impact en abscisse entre 1 et 3. Donc, les risques qui sont dans la partie rouge, c'est-à-dire avec des valences de 3 et de 9, sont les risques à gérer en priorité. S'ensuit les risques avec des valences 3 et 4, c'est-à-dire dans la couleur jaune, qui constituent les risques de deuxième niveau à gérer en seconde priorité. Et enfin, les risques avec des impacts minimes. Alors, dans la stratégie de gestion des risques, elle est menée une fois que les risques aient été analysés. Le but est de prendre des actions nécessaires afin d'avoir des risques, plus de risques en jaune et en vert. Alors, il devient important à ce stade de décider quoi faire. Alors, suivant que le risque a un impact positif ou négatif, des stratégies sont proposées. Alors, les risques avec un impact négatif, c'est-à-dire menace, nous avons 3 stratégies. Éviter la menace en éliminant la cause, transférer la responsabilité à une tierce partie, par exemple à un fournisseur ou à une compagnie d'assurance. Troisième stratégie, atténuer le risque en réduisant l'impact ou la probabilité. À cet effet, il est important de créer ce qu'on appelle un plan d'atténuation ou de contingence. Et enfin, accepter le risque, c'est-à-dire créer des réserves de contingence. Alors, pour une menace, la stratégie d'accepter est utilisée le plus souvent pour des risques de causes naturelles, notamment les séismes, les tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles. Pour les risques avec impact positif, c'est-à-dire opportunité, 5 stratégies sont disponibles. L'escalade. Lorsque le risque en question est sous l'autorité du chef de projet, accepter le risque et saisir cette opportunité. Partager les risques, c'est-à-dire en nouant des alliances stratégiques avec une tierce partie. Exploiter ce risque, c'est-à-dire par l'achat ou l'absorption. C'est tout ce qui est joint venture ou conglomérat. Améliorer l'utilisation du risque et accroître la probabilité, c'est-à-dire essayer de gérer de manière proactive. Il est important également de rajouter l'action date et la personne responsable des risques. Alors, pour une bonne gestion de vos risques, il est souhaité d'agir proactivement, car mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, vous pourrez voir vos problèmes à temps et sauver le projet avant qu'il ne... La planification de la qualité. Alors, la qualité se définit comme le degré auquel un ensemble de caractéristiques intrinsèques satisfait à des exigences.
Selon la structure AFNOR, un produit ou un service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. La qualité est donc une notion relative qui est basée sur le besoin. Et le plus souvent, on est en recherche de la qualité optimum et non une qualité. Alors, il y a une différence entre classe et qualité. La classe est une catégorie attribuée à un produit ou des services ayant la même utilisation fonctionnelle. Nous pouvons prendre l'exemple des téléphones appelés basiques, téléphones intermédiaires et les smartphones, ou même dans le domaine de l'aviation, classe affaires, classe business, première classe ou classe économique. Il est important également de pouvoir dissocier la précision et l'exactitude. La précision, les valeurs répétées sont regroupées et peu dispersées, mais elles peuvent être fausses ou biaisées. Par exemple, le fait de diviser 10 par 3 peut nous fournir autant de résultats que le nombre d'intervenants. Exemple, si nous sommes 10 personnes, il est possible d'avoir 10 résultats selon les niveaux de précision. L'exactitude, c'est-à-dire que la valeur mesurée est proche de la valeur vraie et répétée n fois, nous tombons sur le même résultat. Exemple, si nous divisons 10 par 4, nous tombons tous sur un résultat de 2,5. Donc, dissocier la précision et de l'exactitude. Alors, toujours dans la planification de la qualité, les messieurs William Deming, Joseph Durand, Philippe Cosby sont les pères de la qualité. Tous les trois sont d'accord sur les principes suivants. Toujours la satisfaction du client et à cet effet conformité aux exigences et aptitude à l'emploi pour le produit proposé. Deuxième principe, prévention plutôt qu'inspection, amélioration continue, c'est-à-dire à travers la roue appelée roue de Deming, donc planifier, agir, vérifier et ajuster aux besoins. Encore appelé en anglais plan, do, check and act. Et la responsabilité incombe à la direction qualité ou structure en charge de la qualité au sein de l'organisation. Alors, dans la planification des ressources humaines, donc, cette activité consiste à identifier et documenter les rôles, les responsabilités et les compétences nécessaires dans la mise en œuvre du plan de management de projet. Il est important de prendre en compte la disponibilité des ressources des uns et des autres, surtout si elles sont des ressources rares. Alors, nous avons 3 modèles d'organigramme. L'organisation hiérarchique sous format, donc avec pour chaque composante ou intervenant possibilité d'avoir un supérieur ou des subordonnés. Comme deuxième outil, nous avons la matrice d'affectation des responsabilités où en ligne nous aurons la liste des activités en ordonnée les différents intervenants en se basant sur le principe RACI, qui est responsable de l'activité, qui est accountable de l'activité, qui est consulté et qui est informé. Donc pour chaque activité listée, il est possible d'identifier la personne ressource qui est responsable de l'activité, qui en est l'exécuteur ou l'accountable, qui est consulté dans la réalisation de l'activité et qui est informé lors de la réalisation de l'activité. Nous avons également un autre outil de
gestion des ressources, encore appelée fiche de poste, où les rôles, les responsabilités et le niveau d'autorité est clairement défini. Alors, dans une équipe projet, toujours dans le même sillage, pour une équipe gagnante, la communication est primordiale. Les membres de l'équipe devront communiquer de manière franche et sincère. La responsabilité est partagée. En tant qu'équipe, il ne s'agit pas de considérer les individualités, mais plutôt de concentrer toute l'énergie en une seule force de proposition significative. Et comme dirait-on, il s'agit d'un tout dans un tout pour un seul tout. Dans la collaboration et dans la créativité également, et afin de mettre en place des solutions innovantes, cette équipe doit non seulement considérer les individualités, mais par moments faire preuve de, de concision. Les décisions devront également être prises de manière conjointe, ensemble, réfléchir ensemble et proposer ensemble des solutions finales. L'initiative appropriée. Le chef de l'équipe devrait s'assurer que les membres de son équipe se sentent valorisés, importants, assez pour faire le nécessaire. Une fois que les membres de l'équipe se sentent concernés, ils sont plus motivés à performer. Dans l'activité de développement d'une équipe, encore appelée team building, il est question d'aborder les conflits et de réfléchir sur les stratégies de gestion de ces conflits. Habituellement, dans le développement de l'équipe, 5 phases sont répertoriées, à savoir l'activité de formation, la phase de turbulence, la phase de normalisation, la phase de performance et enfin la phase de dissolution de l'équipe. La phase de performance. Alors, le plus tôt le chef de projet y arrive, mieux c'est, car une chose est sûre, la phase de turbulence ne contribue jamais à la performance du projet. Enfin, pour la dernière phase qui est la phase de dissolution, c'est quand le projet arrive à sa fin, donc l'équipe projet est dissoute. Cette phase doit être gérée par le chef de projet afin que les membres de son équipe se sentent valorisés assez pour pouvoir travailler ensemble et ensemble clore ce chapitre. Et enfin, une activité de célébration de cette fin de projet à travers un repas ou un pot est fortement recommandé. Alors, dans une équipe, plusieurs rôles naturels sont incarnés, soit par un ou plusieurs membres de l'équipe. Dans une équipe, nous avons celui qu'on appelle l'organisateur. Son rôle est de diriger, mais cela se fait d'habitude sans trop de pression. Il y a le président. Son seul souci est de gagner pour atteindre les objectifs en n'épargnant aucun effort. Le faiseur, il est consciencieux, s'attarde sur les détails et exécute très bien les plans mis en œuvre par d'autres membres de l'équipe. Les créatifs et les innovateurs sont responsables de la production de nouvelles stratégies et des idées géniales. Ils sont très brillants, leurs idées peuvent avoir des répercussions radicales ou poser des contraintes pratiques liées à la mise en œuvre. Alors, toujours dans le même sillage, l'illuminateur, comme son nom l'indique, est bon pour trouver ce qui est disponible, ce qu'il faut faire. Il pose des questions pour s'assurer que tout le monde ait eu la même compréhension. Il y a l'évaluateur, très bon dans l'analyse, évalue afin de pouvoir poser les pour et les contre et prendre une décision plus éclairée. Il y a le coéquipier, qui est un bon communicateur, qui est fiable, surtout sensible et bienveillant. Le plus souvent dans un groupe, ils ont tendance au maintien de la bonne atmosphère et le travail de groupe. Ils mettent
au-dessus les intérêts du groupe et non leurs intérêts personnels. Le finalisateur fait attention aux détails. Ils sont très travailleurs, minutieux et consciencieux. Comme leur titre le suggère, ils sont excellents à identifier les tâches incomplètes et de veiller à leur mise en œuvre complète. Alors, toujours dans la gestion de projet, nous avons des outils techniques pour la gestion de ces ressources. Comme outils, nous avons en premier l'observation et la discussion, l'évaluation des performances du projet, la gestion des conflits à travers diverses stratégies. On peut citer le retrait ou l'évitement, donc choisir sa bataille, l'apaisement ou la conciliation, le compromis, le passage en force, la collaboration, la confrontation. Également, documenter le registre des problèmes majeurs et veiller au développement de l'esprit. Le chef de projet doit s'assurer de la motivation de ses ressources. Et pour ce faire, il doit prendre en considération plusieurs aspects ou facteurs. On peut citer la diversité des attentes, des objectifs individuels ou aspirations des membres de son équipe, les antécédents et les contextes liés à chaque membre de son équipe. Il doit être également en mesure de comprendre leurs attentes et de pouvoir les stimuler à travers diverses stratégies. Par le travail, par la mesure du degré de satisfaction par rapport à la pyramide de Maslow, car pour certains, l'argent n'est pas seulement la source de motivation. Pour d'autres, la reconnaissance, la récompense et la gratification sont mieux appropriées. Enfin, des activités de team building permettent de contribuer significativement à la motivation des membres de l'équipe. La pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow comprend 5 niveaux. Tout à fait en bas, nous avons les besoins primaires ou encore appelés besoins de base nécessaires pour travailler. S'ensuit les besoins de sécurité, encore appelés besoins secondaires, qui regroupent l'ensemble des facteurs ou éléments nécessaires pour assurer aux membres de l'équipe projet un climat de confiance ou satisfaire définitivement leurs besoins de sécurité. Au troisième niveau, nous avons les besoins d'appartenance qui sont les événements communautaires, les relations sociales, les projets collectifs. Comme quatrième niveau, nous avons les besoins d'estime, un rôle actif dans la communauté, des compétences reconnues par le public. Enfin, nous avons les besoins de réalisation, c'est-à-dire vivre en accord avec ses valeurs et émulation collective au profit de la société. Dans le processus de gestion des communications, alors l'objectif de la communication, c'est d'une part promouvoir parmi tous les employés l'étude économique. Pourquoi maintenant? Le contenu et l'échéancier de haut niveau, l'impact et la valeur pour l'organisation, l'intégration avec les autres initiatives existantes à travers la maîtrise et la diffusion de l'information. Et d'autre part, la compréhension du projet parmi les sponsors clés, la haute direction, en préparant ainsi le terrain pour un engagement vers les changements futurs. Afin de planifier la gestion des communications, cette courbe d'engagement typique présente étape par étape le processus de gestion des communications. Comme premier élément, nous avons le contact, qui consiste à dire on me raconte quelque chose. Deuxième étape, la connaissance. Ah, maintenant je sais c'est quoi. Troisième étape, la compréhension. Je vois l'impact pour moi ou bien pour nous. Quatrième étape,
Ceci m'a l'air bien. Cinquième étape, testons ou faisons-le. Enfin, en dernière étape, on aime bien le faire de cette manière. Donc, ceci présente les différentes étapes de la gestion de la communication dans le temps, en prenant en compte le degré de support pour les changements. Une stratégie de communication. La principale raison de cette composante dans un projet est d'améliorer le succès général du projet. Il ne s'agit pas de communiquer juste pour communiquer, et non plus une gymnastique mécanique faite pour informer les gens comme si ceci était normal. Au contraire, c'est un élément fondamental qui facilite le processus de gestion des changements et d'adhésion. Aussi, la communication constitue un moyen privilégié de faire obtenir les engagements de la part des parties prenantes et sponsors face aux initiatives. Pour cette raison, plusieurs objectifs sont liés à cette composante du projet et vont au-delà purement d'une communication. Alors, dans la planification de la gestion des communications, nous pourrons le faire en 10 étapes pour une bonne écoute. Première étape, arrêtez de parler. Deuxième, mettez la personne à l'aise. Ensuite, montrez-lui que vous l'écoutez. Faites fi de toute distraction potentielle. Montrez de l'empathie par rapport à ses propos. Ne répondez pas très rapidement, mais soyez patient. Minimisez les critiques et les argumentaires. Posez plus de questions. Répétez les points saillants. Enfin, à nouveau, arrêtez de parler. Cette matrice présente le processus de gestion des communications. En communication, il est important de dissocier la stratégie de communication et le canal de communication. La stratégie consiste à définir comment, avec quel procédé nous allons communiquer avec la partie prenante identifiée. Par contre, le canal est le moyen privilégié pour faire véhiculer notre information. À titre d'exemple, nous regardons sur la matrice. Pour le sponsor, nous devons lui envoyer des informations par rapport au statut du projet, aux changements qui sont survenus, tant sur les personnes, sur les processus ainsi que sur les techniques. Les avantages du projet, l'impact du projet. Comme type de communication, un rapport peut suffire, qu'il soit verbal ou écrit. La fréquence, au moins une fois par mois. Message ou moyen de communication, nous pouvons le faire face à face ou par courriel. Et qui est responsable de cette communication? Donc, si nous regardons bien, cette matrice nous permet de dire que dans un projet, autant les parties prenantes sont différentes, autant il est nécessaire d'adopter une stratégie de communication pour cette partie prenante, mais également d'utiliser un ou plusieurs moyens privilégiés pour faire véhiculer notre message. Ceci donne fin à notre phase de planification du projet. Comme nous l'avions évoqué tantôt, le groupe de processus approvisionnement n'est pas traité dans le cadre de ce module.